Bonsoir Marion Maréchal Le Pen. Soyez la bienvenue. Madame la députée. Vous êtes députée du Vaucluse. On enclenche le chrono pour 20 minutes. Je crois que vous souhaitiez d'abord parler d'immigration. Oui, mais je veux dire d'ailleurs, j'ai été interpellée pendant l'émission par une de vos réflexions, puisque vous disiez que vous considérez que le racisme structurel existe en France. Il va falloir que vous me précisiez ça, Monsieur Juppé, parce que j'espère que vous ne considérez pas qu'il y a un racisme intrinsèque à la population française. En cela, d'ailleurs, vous participeriez du discours culpabilisant permanent un petit peu de nos élites. Et dans ce cas-là, j'aurais envie de vous répondre la phrase de Bossuet, vous savez, qui dit « Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Parce que la cause, je l'ai trouvée dans votre livre, entre autres, dans votre livre que j'ai lu, Les 12 travaux de l'opposition, votre contribution qui se veut herculéenne, donc, et dans laquelle vous précisez, vous sonnez le glas d'un concept qui est celui de l'assimilation, qui est un concept républicain par excellence. Vous dites qu'il est moralement et humainement critiquable, et en cela, vous préférez le terme intégration que vous définissez, d'ailleurs, je cite, comme l'accueil de ceux qui nous rejoignent. C'est quand même une définition assez sommaire, vous me l'accorderez, vos exigences sont faibles. Et en cela, j'ai cru reconnaître une fascination qui me paraît un petit peu dépassée, je vous l'avoue, pour un modèle qui a été appliqué d'ailleurs au Canada, en Angleterre, mais aussi en France par la droite et la gauche depuis des années, qui est celui du multiculturalisme, qui est celui, ce qu'on appelait des accommodements raisonnables, vous devez connaître cela, et dont aujourd'hui on mesure l'échec. L'échec total. Monsieur Cameron lui-même en déplore les effets. Madame Merkel en 2010 a fait une grande déclaration également en disant que le multiculturalisme était un échec, puisque je vois que vous êtes un fervent admirateur de l'Allemagne et de Bordeaux. Et donc c'est vrai qu'en cela, je m'étonne de cette réflexion, car on mesure tous les jours ces échecs. On le voit avec le millier de Français partis faire le djihad en Syrie. Et je trouve assez irresponsable de s'en prendre comme cela pourtant un modèle qui a fait ses preuves, et je crois qu'il est justement le meilleur moyen de lutter contre le racisme, parce qu'il permet de se fondre dans une culture qui nous donne des choses en commun. Car je crois que... Alors, il vous répond peut-être. Bien sûr, mais je crois que l'égalité des droits ne suffit pas à créer un terreau commun et à permettre un vivre ensemble. Sur l'assimilation. Sur le racisme structurel, d'abord, un mot, c'est l'expression qui a été utilisée par la personne qui me questionnait. Oui, vous avez cautionné. Non, pas du tout, puisque j'ai dit que les Français n'étaient pas racistes. J'ai simplement dit qu'il existait du racisme en France. Et si on un racisme structurel. Si on l'estime structurel, parce qu'il est durable. Il est durable. Hein, au fil des années. Est-ce que d'ailleurs vous englobez le racisme anti-blanc dedans ? Au fil des années. Donc vous avez été vous-même victime ce soir, d'ailleurs. Toutes les formes de racisme, toutes les formes de discrimination. Merci de me défendre. Absolument. Je suis très sensible. À votre service. Donc revenons là-dessus. Il y a des manifestations racistes en France. Il y a de l'antisémitisme en France, c'est vrai. Ça n'est pas structurel. Je reviens sur ce mot qui a été utilisé par la personne qui m'a interrogé, mais ça existe. Alors maintenant, sur ce que j'ai appelé l'identité heureuse, je crois que vous m'avez mal compris ou que je me suis mal expliqué. C'est vrai que l'assimilation me paraît un mauvais concept. Qu'est-ce que ça veut dire, l'assimilation ? Qu'on demande à des gens qui viennent chez nous de rompre totalement avec leurs origines. À Rome, fait comme les Romains. De tourner la page comme s'ils n'avaient pas des attaches ailleurs. Je crois que c'est impossible, parce que nous vivons dans un monde où, ne serait-ce que par Skype ou les réseaux sociaux, beaucoup de nouveaux arrivants vivent en permanence avec leur famille, qui est souvent restée au pays. Et je crois que ce n'est pas moralement acceptable, parce qu'on ne peut pas demander à des gens de renoncer à ce qu'ils ont été. Pour moi, la nation française, elle s'est constituée par des apports successifs. Nous ne sommes pas les descendants de la Gaule chevelue ou de Clovis. Hein. Au XIXe siècle, la population française s'est enrichie d'apports considérables. Et nos différences font de nos richesses. Et quand je parle d'identité heureuse, c'est d'abord ça. Respectons nos différences, ne les nions pas, mais, et c'est là qu'il y a une mauvaise compréhension, quand je parle d'intégration, il ne suffit pas de dire accueil des nouveaux arrivants. Vous dites non, pas du tout. Alors là, je vais vous dire, je connais mon texte. Intégrer, c'est l'accueil de ceux qui nous rejoignent. Intégrer, c'est accueillir. À quelles conditions, madame ? Je sais pas, c'est à vous de me le dire. Je veux bien, je vais vous le dire, si vous me permettez de le dire, parce que c'est moi qui ai écrit le texte. Voilà. À condition que quoi ? Que ces nouveaux arrivants, à côté du respect des différences, s'intègrent dans la nation française en acceptant le bien commun de la nation française. Et je dis très explicitement, l'histoire, même s'ils viennent d'ailleurs,
ils doivent connaître l'histoire de la France, la culture française, même s'ils sont d'une autre culture, ils doivent connaître la culture française, la langue française, qui est un puissant facteur d'identité nationale et de cohésion sociale. Donc vous voyez que je me contente pas de dire soyez les bienvenus, venez, on vous accueille. Je leur demande des efforts et cela s'est traduit dans une disposition législative qui a été faite sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, je crois, ou celui de Jacques Chirac, c'est le contrat d'accueil et d'intégration. Quand on arrive en France, on prend des engagements pour partager précisément ce bien commun de la nation française. Donc vous voyez que la différence que vous faites entre assimilation et intégration n'est pas du tout ce que j'ai en tête, et je réfute le modèle communautariste. J'ai vécu au Canada. Oui, mais je veux bien. J'ai pas mon texte sous les yeux, donc je pourrais, si vous me le donnez, je vais vous trouver les bonnes citations. Je vais vous donner les bonnes. Je l'ai pas appris parce que faut ne rien vous citer. Mais si vous me le donnez, je vous retrouverai les bonnes phrases. Cherchez l'idée de bien commun et d'unité nationale, vous le trouverez. Non, mais voilà, j'entends ce que vous dites, mais je suis néanmoins en désaccord avec vous, car je considère que le concept d'assimilation n'est pas du tout dépassé, qu'il a fonctionné, contrairement à ce que vous avez dit. Il a fonctionné d'ailleurs en particulier, d'ailleurs, sur cette immigration du 19e siècle dont vous parlez, cette immigration également du 20e. Vous avez raison, la France a eu des apports successifs, néanmoins, nous nous basons sur un peuple qui est un peuple millénaire, quoi qu'on en dise, qui a peu bougé durant ce millénaire et qui a quand même une structure de base qui est porteur d'une culture, d'une histoire, et vous le dites vous-même, qu'il ne faut pas seulement savoir. Moi, j'ai envie que ces nouveaux immigrés qui arrivent sur le territoire français ne se contentent pas simplement de réciter l'histoire de France, mais qu'ils la rejoignent. Et je crois qu'au contraire, même si ça n'empêche pas d'avoir, un attachement, un sentiment d'attachement à l'égard de ses origines, je crois qu'il est quand même nécessaire pour justement se défaire totalement du handicap que peuvent être les origines, je l'entends, de se fondre dans la communauté nationale, d'abandonner une partie de sa culture, c'est vrai, pour se fondre dans la culture française, dans ses rites, dans ses traditions, dans ses mœurs. Alors c'est vrai, c'est une violence, vous avez raison, c'est une difficulté, c'est un sacrifice énorme, mais je crois que la France apporte beaucoup de droits en particulier, beaucoup d'avantages. Et je crois que la moindre des choses, lorsque l'on est invité à venir vivre chez quelqu'un, c'est de respecter les règles. Et je crois très honnêtement que le concept que vous défendez, malheureusement, conduit, et je le vois au niveau de ma génération, à ce que deux jeunesses, aujourd'hui, se regardent en chien de faïence. Alors c'est vrai, nous avons les mêmes droits, nous sommes égaux juridiquement, mais est-ce que ça suffit? Je crois qu'on a besoin de partager autre chose que cela. Et très honnêtement, je suis étonnée. Et je réfute d'ailleurs un autre argument que vous avancez, ou en tout cas de façon subliminale dans votre livre. Vous dites oui, moi j'ai jamais appris le Coran à l'école, je crois que c'est la méconnaissance collective. Vous l'avez jamais lu à l'école? J'ai pas dit appris. Lu. Mon objectif n'était pas de l'apprendre. C'est vrai, lu à l'école, ça aurait été difficile. Lu à l'école, et je crois que c'est la méconnaissance collective qui en gros entraîne la peur de l'islam. Vous savez, moi j'ai jamais lu non plus la Torah ou les textes hindouistes ou shintoïstes à l'école, et c'est pas pour autant qu'il y a une méfiance à l'égard de cela. Je crois qu'au contraire, ce qui peut créer la méfiance ou la critique, ce sont les revendications politico-religieuses. C'est cela et uniquement cela, c'est pas la méconnaissance globale. Et très honnêtement, je pense qu'en faisant ce type de discours, vous encouragez les gens non seulement à rester dans leur culture, à ne pas renier leurs origines, mais donc de ce fait-là, à faire avancer sur le territoire français les revendications de culture, de rites, de traditions dans la sphère publique française. Donc je pense que c'est assez irresponsable. Et en cela, j'aimerais que vous m'éclairiez. Et notamment peut-être sur ce point précis. Je trouve que votre analyse est très nuancée, mais qu'elle se termine par un mot très fort, qui est celui d'irresponsable. Moi, je n'aime pas le mot fusion. Je ne demande pas aux nouveaux arrivants de se fondre. Quand on se fond, on disparaît, par définition. Je leur demande de s'intégrer, ce qui est sensiblement différent. Tenez, on vous donne votre propre texte. Si vous voulez vous dire. Il faut que je mette mes lunettes et que je le lise. Je ne sais pas si on a le temps. Je suis sûr de moi, je suis sûr que je parle du bien commun constitué par l'histoire, la culture et la langue. Ça, je n'ai aucune hésitation sur ce que j'ai écrit. Alors, quand vous me dites fusion, il faut aussi parler clair, parce que il y a des choses là qui aujourd'hui sont extraordinairement sensibles. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, que ceux qui arrivent de l'extérieur, et ils continueront à arriver, j'espère qu'on pourrait parler d'une politique responsable d'immigration. Nous allons en parler juste après. L'immigration zéro, ça n'existe pas. Donc il faut contrôler contrôler les flux migratoires, et j'ai quelques propositions fortes à faire. J'ai vu ça. Il y aura des nouveaux arrivants. Est-ce qu'on va leur demander de renoncer à leur religion? C'est une question que je vous pose. Est-ce qu'on va demander...
Comment ça n'a rien à voir? Si, vous venez de me dire qu'il faut se fondre dans la culture et dans la France. Est-ce qu'on va demander aux nouveaux arrivants de renoncer Non, je vous parle de la sphère publique. Sur la sphère publique, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Vous me parlez de culture, vous me parlez de langue, vous me parlez d'histoire. C'est pas la sphère publique, c'est la sphère intime, celle-là. Donc vous me dites que vous ne demandez pas l'abandon de la religion, dont acte, très bien, c'est parfait. Moi je vous rejoins quand vous me dites aussi que c'est la méconnaissance qui engendre la peur. Et quand je dis qu'il faut parler à l'école des différentes religions, du Coran, de la Bible, de la religion chrétienne naturellement, et d'autres religions, c'est simplement pour lutter contre cette méconnaissance qui est génératrice de peur et de fractures. Et puis, un dernier point sur les religions, là, je suis aussi tout à fait clair. La laïcité, qui est pour moi un principe absolument fondamental de la République, au même titre que la liberté, l'égalité et la fraternité. Parti a démontré les années à venir. La laïcité, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire la guerre contre les religions, ça veut dire la liberté de religion à une condition, c'est que les religions respectent les lois de la République. Quand je vais à la synagogue, j'y étais il n'y a pas très longtemps encore pour la fête du Nouvel An juif, il y a une très belle synagogue à Bordeaux, ça commence comment? Ça commence par la prière pour la République française. Parce que la religion juive a toujours reconnu la loi de la République et le partage entre le temporel et le spirituel. Il faut que l'islam accepte aussi cette conception de la laïcité, et je crois que beaucoup de musulmans sont prêts à le faire. Le problème, c'est que tout ça, bien sûr, mais ce sont des mots. Ce qui est malheureux, c'est pas des mots, vous avez c'est fait des exigences. On pourrait parler justement de cette mosquée de Bordeaux. Je ne tomberai pas dans la caricature. Je me suis bien renseignée. Vous avez fait des déclarations publiques à plusieurs reprises dans lesquelles vous disiez que vous financeriez la partie culturelle justement de cette mosquée, qui je crois, va comporter une école coranique, un centre de formation des imams. Bref, vous savez pertinemment que c'est justement le biais utilisé par les maires de manière générale de dire je finance le culturel dans une structure qui est fondue justement avec le cultuel pour contourner la loi de 1905. Moi, je trouve Pardon, je ne vais pas vous interrompre. Excusez-moi, mais je trouve ça éminemment critiquable. Et quand vous me dites que vous êtes attaché à la laïcité, j'ai du mal à le comprendre. Je le comprends d'autant moins que vous vous êtes opposé à l'interdiction de la loi sur la burqa, au prétexte que ça stigmatiserait. Ah si, vous vous êtes opposé à cette loi. Vous avez dit que ça stigmatiserait les musulmans. Or, je crois que c'est une réflexion éminemment critiquable, parce que je crois que les musulmans modérés attendent de nous justement que nous prenions des mesures, et que craindre de stigmatiser les musulmans sous prétexte qu'on lutterait justement contre des dérives radicales, ce n'est pas leur rendre service à eux. D'autant plus que cet argument tomberait si demain on s'opposait à la répudiation des femmes aux tribunaux islamiques. On ne va pas quand même s'arrêter sous prétexte qu'on va stigmatiser les musulmans. Mais vous vouliez parler... Je peux vous répondre là-dessus, bien sûr, si vous me permettez. Bien sûr. D'abord, sur la mosquée, moi je pars d'un principe très simple. Les catholiques ont des églises, les musulmans ont des temples, les juifs ont des synagogues. Mais c'est l'histoire qui fait ça. Il y a même un temple... Pas les pouvoirs publics qui doivent s'occuper de ça. Alors, parfois, ça a été les pouvoirs publics, avant la loi de 1905. Oui, mais en l'occurrence, on est propriétaires. Absolument. Et l'État est encore propriétaire d'un grand nombre de lieux de culte catholiques. Bon, le problème n'est pas là. Il y a même un temple bouddhiste à Bordeaux. Il est normal que les musulmans aient un lieu de culte. On ne peut pas à la fois leur interdire de prier dans la rue et leur refuser des lieux de culte. Un lieu de culte, pas de problème, mais qui je suis heureux de vous entendre dire, parce que ce n'est pas ce que disent vos amis à Bordeaux, qui sans doute vous ont renseigné sur ce qui s'y passe. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Eux, ils militent contre le principe même d'une mosquée. Donc je suis heureux d'entendre dire ce soir que les musulmans... Vous appartenez peut-être à la tendance la plus moderne, sans doute, du Front National. C'est normal. Et je m'en réjouis. En revanche, je n'ai pris aucun engagement sur le financement d'activités culturelles. Voilà. Le voile et la burqa. Alors, citez-moi une citation de ma part dans laquelle je me suis inscrit contre l'interdiction de la burqa. Alors ça, vraiment, je n'en ai aucun souvenir. C'est peut-être une aberration qui m'est arrivée. J'ai toujours soutenu l'idée que le port d'un voile intégral sur l'espace public était inacceptable. Vous étiez favorable à cette loi, là. Et je vous rappelle même, oui, bien sûr, et je vous rappelle même que sur le voile, quand il y a eu la commission qui a étudié ce problème, il y a déjà un certain nombre d'années, j'ai planché devant la commission et j'ai pris position tout à fait favorable pour l'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école. Donc là-dessus, vous me faites un faux procès. Allez, très bien. On avance un peu peut-être. Oui, bien sûr, je reviens juste 2 petites secondes et juste après on parle de la politique d'immigration. Il reste 5 grosses minutes. Je me dépêche. Simplement, sur l'histoire il y a des églises, il y a une synagogue, donc en gros les musulmans ont le droit d'avoir leur mosquée. On est d'accord sur le fait qu'un lieu de culte justement relève de la sphère privée, c'est une religion privée, donc c'est aux croyants de financer
leur lieu de culte, mais je crois que c'est une conception, pour le coup, dévoyée de l'égalitarisme. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce serait au pouvoir public de mettre à égalité toute religion et d'essayer de rattraper un espèce de retard historique de l'islam et donc de subventionner, même de façon indirecte, pour que justement tout le monde soit au même niveau. Je pense que c'est une conception totalement biaisée de la laïcité et pour moi qui fait de l'égalitarisme. Je continue simplement sur la politique d'immigration. Vous dites des choses intéressantes là-dedans. À quelques reprises, vous dites qu'il est nécessaire justement, la réussite de la politique d'intégration dépend de l'ampleur des mouvements de population et de notre capacité à les maîtriser. À plusieurs reprises, vous expliquez qu'il est important justement d'avoir une politique d'immigration, de la réguler, de la contrôler. En cela, vous faites donc l'apologie des frontières, d'une certaine manière, la nécessité en tout cas de maintenir des frontières humaines et de les contrôler. Et dans le même temps, je ne comprends pas, vous allez même jusqu'à dire d'ailleurs que vous êtes pour l'importation du système canadien de quotas. En fonction des besoins du pays. Et juste après, vous dites, mais il ne faut surtout pas remettre en cause l'espace Schengen parce que c'est un apport. Et j'ai un peu de mal à comprendre parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il faudrait faire des quotas européens, ce qui est un non-sens absolu, puisqu'évidemment les besoins des pays sont totalement différents. Et dans le même temps, vous savez que les immigrants qui arrivent sur le territoire ne restent pas dans le pays d'accueil. On le voit en France, nous sommes les grands champions du tourisme migratoire en Europe, puisque bien évidemment les droits accordés, vous parlez de l'AME, que vous voulez supprimer, mais qui pourtant n'avait jamais été... Non, j'ai pas dit ça. Supprimé. Non, j'ai dit remettre en situation d'égalité les étrangers et les Français. Quel dommage, vous me décevez justement pour le coup. Donc, mais c'est plus cohérent avec ce qu'a fait le gouvernement auquel vous apparteniez. Et donc voilà, j'aimerais que vous m'expliquiez, vous m'éclairiez là-dessus, parce que je ne vois pas comment dans le même temps on peut appeler justement une politique migratoire régulée et faire justement défendre l'espace Schengen tel que vous le faites. Dans les 4 minutes qui restent, si vous me laissez un peu de temps, je voudrais vous dire les 5 ou 6 propositions que je fais sur la politique d'immigration. Je partirai d'un constat, l'immigration zéro, ça n'existe pas. Je me suis reporté sur le site du Front National où il y a des tas de propositions, comme par exemple donner la parole au public dans la production des œuvres culturelles. Ça, c'est une proposition qui m'a fait... C'est un autre sujet, là. C'est hors sujet, mais c'est pour vous dire que je suis allé sur le site. C'est quand même assez curieux. On va faire des jurys populaires sur la création artistique. Je referme la parenthèse. Sur l'immigration, premièrement, il faut une détermination totale pour lutter contre l'immigration clandestine, qui est un fléau. Pour le pays d'accueil. Ça, c'est un mot. Non, c'est pas un mot du tout. Et donc, il faut remettre Schengen en situation de contrôler les frontières extérieures. Et il n'y a aucune contradiction dans mon propos. Schengen, c'est 2 choses. C'est l'abolition des frontières entre les pays européens, et ça, il faut le maintenir. C'est une chance formidable pour nos jeunes qui peuvent aller étudier un peu partout sans passer la douane. Travailleurs détachés, c'est une chance formidable. C'est aussi une chance formidable pour nos entrepreneurs. C'est aussi une chance formidable pour les touristes. Il faut laisser cette liberté de circulation, et l'affaire des travailleurs détaché n'a rien à voir avec la liberté de circulation, ça a à voir avec la législation du travail, c'est tout à fait différent. Bien comment ça pourrait fonctionner pas avec les frontières. Mais Schengen ne marche pas sur le contrôle extérieur des frontières, et donc il faut être beaucoup plus exigeant pour que les pays Schengen respectent leurs obligations, en particulier la coopération policière et judiciaire, l'alimentation du système d'information Schengen, et je propose même de doubler les moyens de Frontex, qui est chargé du contrôle aux frontières. Nous n'avons pas de véritable corps de garde-frontières aux frontières. Pour l'instant, Frontex a 85 millions d'euros pour l'ensemble des frontières de l'Union européenne. Il ne faut pas s'étonner que ça marche pas. C'est une proposition. Première proposition. Deuxièmement, il y a l'immigration professionnelle. Et là, contrairement à ce que vous dites, c'est une compétence française. Je propose que chaque année, le Parlement vote un quota de personnes autorisées à venir travailler en France, comme le fait le Canada. C'est pas l'immigration familiale. Je vais y venir. Je vous parle de l'immigration professionnelle. Nous avons besoin de certains professionnels. Il faut dire lesquels et de quelles qualifications. Troisièmement, le regroupement familial. Il faut l'encadrer davantage. Nous avions pris des dispositions en ce sens, notamment pour s'assurer que ceux qui arrivent parlent le français, etc. Quatrièmement, il y a le droit d'asile. Aujourd'hui, c'est une passoire. L'asile n'est pas fait pour contourner l'immigration professionnelle, il est fait pour accueillir des gens qui sont persécutés dans leur pays. Et vous savez parfaitement, puisque vous connaissez très bien toutes ces questions, qu'aujourd'hui, 80% des demandeurs d'asile sont déboutés parce que leur demande n'est pas recevable après une procédure très compliquée d'appel. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils restent sur le territoire national dans une situation de non-droit. Eh bien, ça, c'est pas possible. Il faut réformer le droit d'asile, il faut accélérer les procédures, et il faut faire entendre très clairement à l'extérieur. C'est ce qui est en train d'être fait, théoriquement. Il y a une loi bientôt qui va passer. C'est pas encore fait. Mais cette loi, elle augmente les droits
des demandeurs d'asile. Elle veut raccourcir les délais, mais en même temps, elle augmente leurs droits. Il faut un message très fort à l'étranger en disant que nous n'accepterons pas que le droit d'asile soit détourné de sa vocation. Et je termine enfin, un dernier point, c'est ce qu'on appelle les obligations de quitter le territoire national. Quand quelqu'un est en situation illégale ou qu'il a commis des délits, je parlais tout à l'heure des Roms. Qu'est-ce qu'on constate dans les squats de Rome? Il y a des gens qui sont intégrables et on essaye de les intégrer. Et puis, il y a des trafics de prostitution, il y a des trafics de métaux, etc. Et ces gens font l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Or, ces obligations ne sont pas sanctionnées. Depuis on est passé, 25 ans. Jamais. Et tout particulièrement depuis 2 ans. On est passé de 37 000 à 21 000 en 2 ans. Et donc, il faut reprendre une politique efficace. Monsieur... Il faut que ces mesures soient mises en application et qu'elles ne restent pas théoriques. Voilà comment je conçois la politique. J'entends, mais le problème, c'est que vous êtes ministre depuis 86. Vous avez eu beaucoup de postes. Non, il y a eu des interruptions. Oui, c'est vrai, il y a eu des interruptions, mais vous êtes quand même ministre depuis 86. Vous avez également été Premier ministre. Le discours que vous tenez, il a été tenu, y compris par le RPR des années 80 et même M. Chirac à une certaine époque, sans que strictement rien ne soit fait. La vérité, c'est qu'on continue à avoir des flux migratoires droite ou gauche confondus d'ailleurs, y compris avec Nicolas Sarkozy, de 200 000 entrées légales par an, de 100 000 naturalisations. Or, vous dites dans votre livre, l'intégration n'est pas possible si on ne contrôle pas un minimum les flux. Je suis d'accord avec vous. Et le problème, c'est que dans ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'Europe nous empêche justement de réformer cela parce que vous savez qu'une grande partie du droit de l'immigration est fait entre autres par la Cour européenne des droits de l'homme et par la Cour de justice de l'Union européenne, qui sont d'application directe en droit interne parce que vous, justement, avez signé les traités qui font qu'aujourd'hui nous ne sommes plus souverains dans ce domaine-là. Donc j'entends ce que vous dites, mais malheureusement je crains que ça ne reste que des mots parce que votre famille politique et votre parcours personnel a malheureusement démontré l'inverse. Eh bien, tentons le coup. Si je suis président de la République, je vous convaincrai que je ferai ce que j'ai dit. Merci Marion Maréchal Le Pen. Moi j'ai une question précise qui concerne le Front National, Alain Juppé. Jean-Pierre Raffarin a dit récemment si on se trouvait devant un deuxième tour à la présidentielle ou dans une législative qui opposait un candidat du Parti Socialiste et un candidat du Front National, je voterai pour le candidat du Parti Socialiste. Est-ce que c'est votre cas? Je refuse de me mettre dans ce cas de figure. Non, nous serons présents au deuxième tour de l'élection présidentielle. Oublions la présidentielle, parlons des législatives. Eh bien, nous serons présents au deuxième tour aussi. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'alliance entre le Front National et... Non, mais ça, c'est une vraie question. Non, c'est pas une question, pour aujourd'hui. Moi, j'ai toujours dit que ça dépend de la personnalité du candidat socialiste. Si c'est un extrémiste de la gauche, je ne sais trop quoi, extrêmement rouge, etc., ça me pose un problème. Si c'est un social-démocrate, ça m'en pose moins. Merci Marion Maréchal Le Pen pour cet échange.